cette fois vos carnets de campagne. Il sort aujourd'hui même, La Cour des miracles, aux éditions de l'Observatoire. Alors, Victor Hugo a donné une grande définition de la Cour des miracles, et on en a retenu ces mots. C'était comme un nouveau monde inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique. Éric Nolot n'a pas eu peur de s'y aventurer. Voici son apostrophe. Du 24 juillet 2016, date de la première de vos chroniques ici réunies, au 7 mai dernier, où vous livrez un texte de conclusion qui n'en est pas une, précisez-vous. Vous avez donc chaussé des lunettes voltairiennes pour observer la campagne présidentielle. Il s'agit, au rebours des lunettes de Rousseau, expliquez-vous, que le souci du monde l'emporte sur la passion des idées qui disent le monde. Alors vous indiquez d'emblée que le lecteur trouvera dans ces pages, je vous cite, de la mauvaise foi et de la polémique, du trait outrancier et de la moquerie, de la satire et du colibé. Alors, programme respecté à la lettre. On se croirait un samedi soir au bowling avec vous dans le rôle de la boule et l'ensemble de notre personnel politique dans le rôle des quilles. Sous votre plume, Juppé est un gaulliste en peau de lapin, Mélenchon c'est Robespierre le petit, Macron c'est Antoine Pinet envieux et la poupée gonflable du capital, le PC de Pierre Laurent s'offre à la France insoumise comme une fille des rues, Hamon est un guévariste de carte postale, Payon un désagrégé de philo et un idiot utile du négationnisme, Valls un traître aux yeux de tous, et Marine Le Pen, la fille poissarde d'un père poisseux, inventaire non exhaustif. Bref, ça vole dans tous les sens, c'est la farandole des bourre-pifs, le miracle de la multiplication des coups de boule. Vous êtes d'évidence un fervent partisan du cumul des mandales. Ça dynamite, ça disperse, ça ventile, ça éparpille façon puzzle. Et reconnaissons-le, ça réjouit souvent. Alors au risque parfois que votre tempérament bagarreur vous fige dans la posture du père tape-dur, ni round d'observation dans ce combat de boxe, ni round tout court, vous frappez sans répit ni relâche. Votre ouvrage aurait sans doute gagné à quelques changements de rythme et de registre, à ce que vous soyez moins puncher et par endroits plus philosophe, au risque aussi de quelques dispensables facilités, selon moi en tout cas. Était-il par exemple utile d'intituler une de vos chroniques en plein dans le Fillon, sachant qu'il faut prononcer Fillon, Fion évidemment, au risque enfin que l'hubris du polémiste vous fasse franchir quelques lignes blanches lorsque vous écrivez sans aucun argument à l'appui, en tout cas pas beaucoup, que Laurent Geoffrin, le patron de Libération, prend ses ordres chez Cambadélis, ou, plus étonnant, que vous doutez de l'honnêteté des résultats du référendum sur Maastricht en 1992. Alors dans les 80 et quelques brefs chapitres de cette cour des miracles, on ne peut que saluer votre énergique persévérance à dénoncer les contradictions, fustiger les palinodies et arracher les faux nez rhétoriques, même si certaines de vos prises de position appellent la discussion et la contradiction. Nous le vérifierons dans quelques instants avec Éric Zemmour. Mais pour commencer, une question qui concerne une nouvelle fois votre revue de Voté. Si je devais résumer d'une phrase votre livre, je dirais que selon vous, pour parodier un célèbre aphorisme footballistique, la présidentielle est un jeu qui se joue à 11 et c'est Maastricht qui gagne à la fin. En ce cas, pourquoi, au moins au premier tour, ne pas avoir accordé votre suffrage à un anti-Maastricht, d'autant que vous saluez la performance des petits candidats lors du débat à 11 ? Parce que ça sert à rien. Et puis parce qu'en 2005, il y a eu un coup d'État qui a consisté à demander au peuple ce qu'il pensait de l'Europe maastrichtienne. Le peuple a dit qu'il ne souhaitait pas de cette formule-là pour l'Europe. Vous voulez une Europe sociale et pas une Europe libérale, et qu'on lui a dit, eh bien tant pis, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez quand même. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit à quoi bon voter, puisque de toute façon, au bout du compte, tout est fait pour que nous en arrivions à un candidat de l'Europe maastrichtienne en face de Marine Le Pen. On aura tout fait pour que Marine Le Pen soit au second tour. Et puis entre les deux tours, on nous dira que c'est Oradour-sur-Glane et que c'est la Shoah. Et que finalement, nous n'aurons le choix qu'entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Donc évidemment, on se retrouve avec des plébiscites au lieu d'élections. Et je ne veux pas contribuer à cette parodie d'élections parce que finalement, on sait très bien que les gens qui veulent d'une autre Europe n'auront pas la loi. Comment se fait-il que des gens comme Marine Le Pen qui pèsent lourd d'un point de vue électoral et Jean-Luc Mélenchon qui pèsent lourd d'un point de vue électoral aient des difficultés à trouver 500 signatures quand 2 ou 3 sont capables de les trouver alors que leur programme consiste à aller coloniser la Lune ou des choses tout aussi ridicules que celles-ci? Eux, ils n'ont pas de problème. Les Asselineau, les Artaud, les Cheminade, enfin tous ces gens-là, ils ont trouvé 500 signatures. Comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'on retrouve un candidat de la ruralité qui est une carte postale de la ruralité, pour ne pas dire une caricature de la ruralité? On nous dit que Jean Lassalle, qui a le bel accent comme il faut, et qui sort de sa campagne, et qui est très extravagant, et qui est formidable pour porter l'idée que Maastricht pourrait ne pas faire la loi, que la ruralité ça existe, que la campagne ça existe également. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un candidat comme ça? Il est fort sympathique, mais très folklorique. Donc je dis effectivement, ne me demandez pas
de souscrire peu ou prou à cette mascarade, parce que de toute façon, moi j'ai parié quelques caisses de champagne, j'attends qu'on me les donne, mais j'ai dit depuis 6 ou 7 mois, nous aurons un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht. Alors ça aurait pu être Fillon, c'est aujourd'hui Macron, en fait c'est bien Macron. Mais alors deux choses, Michel Onfray. D'abord, ça revient quand même à mettre les 11 candidats dans le même sac, ce qui est quand même un peu injuste pour certains d'entre eux, même si j'entends ce que vous dites sur eux. Et la deuxième chose, vous abordez une des contradictions quand même de votre livre, notamment par rapport à Fillon. Fillon, vous lui consacrez un chapitre extrêmement sévère, avec tout, il s'est rendu coupable, ou en tout cas dont on le croit coupable. Et à la fin du livre, vous dites, c'est quand même bizarre cette affaire Fillon, on a été beaucoup plus sévère avec lui qu'avec d'autres, donc vous animez un peu une fibre quand même complotiste par moment, qui contredit d'ailleurs ce que vous dites avant dans le livre. Soit Fillon s'est disqualifié parce qu'il a eu un comportement illégal ou en tout cas immoral ou que sais-je, on verra bien ce que dira la justice, soit il y a eu un complot contre lui, mais ça peut pas être les deux. Non, mais ça c'est une Geoffrinade, l'histoire du complot. C'est tout ce qu'on met en avant pour essayer d'éviter de dire que le réel a bien eu lieu. Il se fait quand même que, moi quand j'ai démarré ce livre, je me suis proposé à moi-même d'être honnête. Je sais que ça pèse pas lourd, mais j'aurais très bien pu refaire le tout quand j'ai corrigé. C'est facile, hein. Je dis, à un moment donné, on enlève une chronique, on rebricole un truc, on fait sauter une phrase, et puis voilà. Je dis non, je garde tout, y compris mes erreurs, y compris mes approximations, y compris mes doutes. Le Macron du départ n'est pas le Macron du milieu, qui n'est pas le Macron de la fin, donc on peut effectivement changer d'avis en cours de route. Je précise pour les téléspectateurs qu'au départ, vous dites dans le livre que Macron, vous n'y croyez pas, et que ça c'est une bulle. Je dis que c'est une bulle qui explosera, et je pose une question, je dis est-ce que ce sera avant ou après l'élection? Voilà. Donc maintenant on connaît la réponse, ce sera après. Non mais sur Fillon, donc, sur Fillon, cette histoire de... où vous prononcez pas le mot complot, mais il y a quelque chose de... Non, je dis pas que c'est un complot, je dis simplement qu'il y a eu d'autres affaires concernant Jean-Luc Mélenchon, concernant d'autres... cette amplitude... c'est vous qui décidez que l'amplitude c'est celle-là et pas une autre. Il me semble que Fillon coche un nombre de cases qui est inégalé par rapport aux autres affaires que vous évoquez, il me semble. C'est vous qui avez décidé que. Moi, je pense que la loi, c'est la loi, et que quand on contrevient à la loi, on contrevient à la loi, et que quiconque contrevient à la loi devrait être traité pareillement. Que certains ont pu contrevenir à la loi, d'autres pas, et qu'on décide aujourd'hui que ceux qui ont contrevenu à la loi ont contrevenu un peu moins que d'autres, et que c'était normal qu'on s'acharne moins. Non, je vois quand même qu'on s'est acharné sur ce monsieur, et qu'on s'acharne pas pareillement aujourd'hui sur Bayrou, sur Marielle de Sarnez. Mais il n'y a pas eu d'affaire Mélenchon? Mais bien sûr que si, vous n'avez pas lu. Laquelle? Enfin, on va pas rentrer dans le détail. Il y a une affaire Mélenchon, bien sûr que si. Ah non. Mais si. Il y a même des gens qui sont venus sur Internet expliquer qu'ils avaient collaboré avec Mélenchon et ce que faisait Mélenchon, etc. Si, je suis d'accord. J'ai vu les mêmes choses qu'on ferait. On comprend pas. Mais personne ne l'a vu. Et ben voilà. Mais ça serait trop long à expliquer. C'est mais c'est toujours la même chose. C'est ils prennent des avions, des machins, des voitures, des ceci. C'est toujours la même chose. C'est tous les élus, utilisent les moyens publics pour leur machin. Des voitures avec chauffeur quand on n'est plus élu, des emplois qu'on obtient par faveur, etc. Enfin, toutes choses que, vous voyez, voilà. Bon. Ah oui. Moi, je voudrais d'abord bienvenue au club des chroniqueurs politiques. Ça me fait plaisir d'avoir un collègue aussi prestigieux, même si je trouve que vous vous méprenez sur vos références, parce que je trouve que vos chroniques ne ressemblent pas aux moralistes du XVIIe siècle, La Bruyère, La Rochefoucauld, qui étaient plus psychologisantes et plus, vous voyez. En revanche, ça ressemble beaucoup, et moi, j'aime bien et je m'en inspire souvent aussi, aux textes du XXe siècle. D'ailleurs, même fin du 19e, début du 20e. Les chroniques politiques, quand elles sont à la fois littéraires et polémiques. Je vous dis ça parce que moi-même j'aime en relire, j'aime lire Léon Bloy, j'aime lire Bainville, j'aime lire, mais à gauche aussi ils sont souvent aussi très talentueux. Mirbeau. Exactement, et je trouve que ça ressemble plus à ça. C'est la tradition polémiste française, même si je trouve que vous parfois, et on va y revenir sur le fond, ça c'est plus intéressant, vous cédez un peu trop à la facilité. C'est-à-dire que la facilité non pas de la polémique et tout ça, moi j'adore ça, c'est pas moi qui vais vous reprocher ça, mais la facilité d'un certain poujadisme chic. C'est-à-dire ils sont tous, ils se défendent que leur boutique, vous voyez, c'est facile, mais c'est partiellement vrai. Non, mais oui, quand même. Non, mais oui, mais j'argumente quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Mais je veux dire, vous ne pensez pas, par exemple, qu'une union de la gauche du Parti socialiste et de Mélenchon aurait rendu possible la présence d'un candidat de gauche au deuxième tour? Non.
Ben, moi, je pense que si. Bah oui. Il y avait une dynamique qui était susceptible Je ne pense d'être pas. créée. Je ne pense pas. Il fallait faire un tiers parce programme. que Moi, Mélenchon- je défends dans cette aventure. Je comprends, mais moi, je vais vous dire qui n'a pas eu lieu. C'est très Ça veut dire intéressant. que si ce programme commun de la gauche n'a pas eu lieu et qu'on a eu le choix contre Marine Le Pen, qui était de toute façon une candidate pour rien, et Macron, qui de toute façon était le candidat élu, c'est que des gens ont préféré préserver leur boutique. Oui. À Mont, pas à Mont, parce que Pas à à Mont, on a fait la demande. Mélenchon voulait tuer le PS. Ah oui. Oui, mais il y a des logiques politiques. Et ben voilà, il est content, il a tué le PS, Ah oui. on a Macron. Bah oui. Mais de toute façon, il n'aurait pas été élu. Donc il pense, un programme qui aurait été un programme commun d'une gauche qui n'aurait donc pas été le programme de Mélenchon. C'est drôle ce que j'ai compris. C'est drôle ce que vous dites parce que moi, j'allais vous dire à l'inverse. C'est-à-dire que là, quand vous dites le système a organisé, il fallait qu'un candidat maastrichtien gagne, etc. Très bien. Je vous suis dans les grandes lignes. Sauf que il y a une limite à votre raisonnement. Il y a une double limite. D'abord, c'est un peu, quand vous dites je vais pas voter puisque je ne participe pas à cette mascarade, c'est un peu la fameuse phrase de Peggy, ils ont des mains propres mais ils n'ont pas de mains. Vous vous coupez vous-même les mains. Deuxièmement, en Angleterre et aux États-Unis, le système était contre le Brexit, il était pour Clinton et ces gens-là ont quand même perdu. Donc ça veut dire que quand il y a une vague populaire et quand il y a des candidats qui arrive à chevaucher cette vague populaire, le système peut être abattu. Notre problème en France, et c'est marrant que vous me parliez de l'union de la gauche, parce que moi, et les téléspectateurs ici le savent, je parle plutôt de l'inverse. Je pense que s'il y a une impasse, c'est parce que depuis 20 ans, depuis 30 ans, la droite n'a pas osé faire ce que Mitterrand a fait avec le Parti communiste, c'est-à-dire s'allier avec le Front National, pour le tuer et pour garder ce que l'électorat voulait, c'est-à-dire toute la politique sur l'immigration et l'islam. Ça, c'est pas mon camp. Mais je comprends très bien. Je comprends très bien. C'est pour ça que je vous dis, on est exactement aux deux pôles. Moi, je reproche. Donc c'est pas le système. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. C'est que ils sont mis eux-mêmes dans une impasse politique. Et je dis que ce sont des individus. Bah oui. Et donc c'est pas du poujadisme. Bah si, quand vous dites... quand me faire la démonstration du contraire. Mais non, quand vous dites... C'est pas du poujadisme que de dire que des gens qui devraient normalement avoir le sens de l'intérêt général, qui devraient avoir le sens de l'ouvrier, du prolétaire, oui, du jeune homme ou de la jeune fille qui fait ses études, des pauvres, des gens... Eh ben, ils n'ont pas le souci de ces gens-là. Si, parce bien que sûr eux... que non. Mais si, mais parce bien sûr que non, vous savez très bien. Oui. Mélenchon, ou alors il est délirant. Si Mélenchon pense qu'il pouvait gagner tout seul, c'est délirant. Mais parce que vous... Il le pensait. Je le... Mais attendez, mais contre Marine Le Pen, vous l'avez dit vous-même, n'importe qui gagne. Non, donc si Mélenchon est au second tour contre Marine Le Pen, il a gagné. Pas sûr. Ah, mais lui le pense. Oui, mais ça c'est justement, je veux dire, n'importe quel candidat maastrichtien en face Marine Le Pen, oui, il a gagné. Ça c'est sûr. Après ça, on peut imaginer que ce désir d'union de la droite avec le Front National, il se serait fait peut-être. Mais oui, mais absolument, mais c'est pourquoi il ne fallait pas que Mélenchon y aille tout seul, absolument, mais qu'il y aille avec Hamon, dans la perspective mitterrandienne, pour le coup, d'un programme commun qui aurait permis. Mais si. Parce qu'aujourd'hui, le diable n'est plus le Parti communiste, il est le Front National. Et celui qui a l'électorat populaire, c'est le Front National. Et quand vous dites qu'ils sont des individus, ce sont des vases communicants. Des vases communicants. Non, c'est pas des vases communicants. Des gens qui ont voté pour le Front National auraient voté pour une union de la gauche anti-libérale. C'est faux. Mais vous vous trompez. Mais non. Chez Marine Le Pen, qui n'y sont que par souverainisme. C'est faux. Vous vous trompez. Ça, vous faites la même erreur que les mélenchonistes. C'est-à-dire que vous pensez que l'électorat populaire du Front National peut voter pour Mélenchon. C'est faux. Parce que le Front, attendez. Non, excusez-moi. 20% des gens mais votent pour le Front National. Mais c'est faux. Excusez-moi, l'électorat du Front National, l'électorat populaire du Front National, il vote Front National, pas pour le social. Vous faites la même erreur que Philippot. Il vote pour l'immigration. Et l'électorat... Je sais pas ce que c'est que l'électorat du Front National, mais je connais des électeurs du Front National. J'en connais, moi, dans mon village avec qui je parle. Et leurs logiques ne sont pas aussi simples que ça. Moi, j'ai un copain d'école qui votait, qui m'a dit, j'aurais souhaité voter pour François Hollande, mais il se représente pas. Je lui ai dit, alors tu vas faire quoi? Il me dit, donc je vais voter Marine Le Pen. Donc, et ça rentre dans quelle catégorie sociologique, ça? Mais vous avez toujours... ça existe. Non, mais attendez, vous allez prendre des individus. Il y a une logique, collective. Il y a juste des gens qui votent pour Marine Le Pen, non pas par adhésion à ses idées, mais qui veulent simplement en finir avec tout ce système-là. Et qui sont des gens qui sont prêts à en finir avec ce système-là, avec d'autres candidats. Vous prenez des individus pour des masses. Des gens qui votent Poutou et Artaud au premier tour, qui votent Marine Le Pen au second tour, ça existe. Oui, mais ça, c'est 0,5%. Je ne suis pas sûr que ce soit si minoritaire. Moi, vous mélangez l'individu avec les grandes masses. On voit bien les grandes masses d'où elles viennent. On voit bien la géographie électorale. Les masses sont constituées que d'individus qui ne pensent pas comme les sociologues disent qu'ils pensent. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué. On voit bien qu'il y a des dynamiques. Mais si, regardez, là, on nous parle d'un raz-de-marée pour Macron. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Voilà quelqu'un qui était minoritaire au premier tour, qui devient majoritaire au deuxième tour. Ça s'appelle la logique de la 5e République. Eh ben, pas seulement. Ben non, parce que ça a toujours existé. Des médias depuis 80, c'est toujours la même chose. 48 heures après son élection, était déjà
déjà en train de nous dire qu'il y avait un raz-de-marée prévu mais pour parce les que ça s'est toujours fait. Pas sûr. Sur Mitterrand a eu 181. Oui, mais c'est pas chaque élection a son. Mais non, il y a des logiques politiques. Nolo, vous vouliez. Oui, je voulais intervenir parce que j'aime beaucoup dialoguer avec Michel Onfray, mais il y a une difficulté qui est apparue, c'est-à-dire que dans le livre, vous expliquez que quiconque, comment dire, non pas nie l'existence du système, mais minimise son existence en fait est complice du système, est particulièrement emblématique du système. Et pareil pour le complot, c'est-à-dire qu'il fait partie du complot, quoi. Moi, j'utilise pas le mot complot. Non, on l'utilise contre moi. Absolument. Mais ça, il a raison. Moi, on fait le même coup. Alors là-dessus, il a raison. C'est un nouvel argument de ceux qui n'ont pas d'argument. C'est même dans l'Obs, dans l'interview que vous avez donnée, la tentation complotiste. Non, mais maintenant, dès qu'on veut analyser quelque chose, on est complotiste. Je connais bien ça. Alors vraiment. Je voudrais votre avis. Vous consacrez évidemment un texte au débat d'entre-deux tours, à la performance assez pathétique, assez piteuse, assez inquiétante même de Marine Le Pen. Mais essayez de voir cet épisode, par exemple, par mes yeux. Moi, je suis pas macronien, c'est pas du tout ma famille politique, son programme, ce qu'on en devine, c'est pas mon truc non plus, et je suis encore moins le péniste. Mais je vois un débat entre deux personnes où d'un côté, je vois quelque chose vraiment de terrifiant, dans la bassesse, dans la haine et dans l'incompétence, et de l'autre, quelque chose qui est de ridicule, et quelque chose qui est pas passionnant. Ben moi, je regrette, mon attitude, c'est de voter Macron au deuxième tour par réflexe, parce que, par patriotisme, je veux éviter, et le plus possible, avec le score le plus large, Marine Le Pen. Alors, je suis complice du système. Non, mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais jeté l'anathème sur ceux qui. Non, mais vous dites que tout est organisé pour que ça se termine comme ça. Bah oui. Une représentante d'extrême droite caricaturale contre un représentant de Maastricht. Absolument. Mais il y a des gens que ça ne gêne pas de voter Macron parce qu'ils défendent depuis des années une gauche libérale. Donc c'est pas un gros effort pour eux. Oui. C'est pas un gros effort. Je parle du reste. Moi, c'est pas mon truc. Non, mais moi, je suis antilibéral de gauche, antilibéral. Pour ceux qui sont des libéraux de gauche et des libéraux de droite, ça ne pose aucun problème de voter pour Macron. Évidemment, c'est leur candidat. Ben voilà. Et qu'ils fassent le boulot. C'est exactement la même chose à l'époque où Chirac s'est retrouvé en face de Le Pen. Je dis mais que ces gens qui finalement défendent les mêmes positions à droite et à gauche aillent voter pour Chirac, ça ne les gênera pas. Alors on est dans la configuration idéale. Vous me diriez voilà, tout le monde a voté. On est à un point d'équilibre absolu. Il manque plus qu'une voix, c'est la vôtre. Vous allez faire quoi? Je ne serai pas de ceux qui diraient je reste chez moi, je ne vais pas voter. J'irai voter Macron. On est d'accord. Hein? Je dis simplement que il faut penser le réel tel qu'il est, pas la fiction. La fiction, c'était pas que Marine Le Pen risquait de gagner. C'était clair qu'elle ne gagnerait pas. Absolument. Ça, je suis l'enjeu, c'était Macron doit-il gagner avec 80%, avec 60%. J'ai dit dans des enjeux comme cela, je n'y vais pas. Dans un enjeu purement hypothétique du genre, voilà, il ne manque plus qu'une voix. C'est vous qui allez faire la différence. Je vous le dis clairement, j'aurais voté Macron. C'est clair. Donc il y a juste un moment donné où il ne faut pas criminaliser les gens quand ils disent mais laissons les gens de la gauche libérale et de la droite libérale voter pour Macron, parce que finalement, ce sera pas un gros cas de conscience pour eux. Voilà pourquoi je ne suis pas allé voter, mais je suis pas allé voter précédemment non plus. Je comprends. J'ai quitté Argentan pour des raisons qu'on connaît, pour un deuil qui m'a éloigné de cette ville, et j'ai oublié de me faire inscrire sur les listes électorales. Et puis constatant que j'avais oublié de me faire inscrire, je me suis dit c'est pas gênant, de toute façon, voilà. Je suis pas allé plus loin que ça. Donc quand effectivement on a instrumentalisé le Nouvel Observateur, Le Point, en disant que j'appelais à ne pas voter au second tour, c'est pas vrai. Je dis depuis très longtemps que je ne voterai pas, donc je n'ai pas voté au premier, je n'ai pas voté au second, et c'était pas un enjeu pour moi le second tour, puisque je savais que le premier tour était fait comme ça, le plébiscite, et qu'au deuxième tour, quand il fallait plébisciter Macron, il y aurait de toute façon des gens que ça ne gênerait pas, parce que globalement c'est leur politique. Les socialistes depuis 83, ça doit pas beaucoup les gêner, puisque c'est leur politique. Non. Bon bah alors qu'ils votent Macron. Et les législatives dimanche? C'est la même chose. Je veux dire, moi je ne joue plus. Oui, parce qu'on sait bien qu'on. C'est même encore pire. Parce que là, on voit bien que de toute façon, il va y avoir un ras-de-marée des macroniens et vous devriez aller voter pour d'autres candidats pour résister à cette vague ou rien. Alors, pas du tout. Pour vous répondre, ma réponse est dans le premier livre, enfin dans le premier volume. C'est-à-dire que tous les candidats, comme vous disiez tout à l'heure, Eric, je ne sais plus, enfin que je les mettais dans le même sac, oui, ce sont tous des jacobins. Et moi, ma politique, elle n'est pas jacobine, elle est anti-jacobine, elle est girondine. C'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire, je souhaiterais que on puisse donner le pouvoir au peuple réellement. Je défends l'autogestion, la mutualisation, la coopération, en disant arrêtez de déléguer à des gens qui de toute façon vous représenteront mollement. Vous n'avez pas à être représenté, faites la politique directement. Donc il faut lire les deux livres en perspective. Oui, c'est un jeu de massacre. Oui, je ne suis pas allé voter, mais juste parce que je dis en amont qu'il y a une autre façon de faire de la politique et que si vraiment on faisait savoir aux gens qu'on peut faire de la politique autrement qu'en allant dire à quelqu'un vous allez me représenter pendant 5 ans et puis pendant 5 ans je vais voir ce que vous allez faire, puis dans 5 ans je vais voir si je revote pour vous, si je revote pas pour vous. Je dis mais est-ce qu'on pourrait pas envisager les choses autrement, refaire du communalisme libertaire, redonner aux gens qui ont du génie, du talent, de l'intelligence là où ils sont, notamment les jeunes,
Les jeunes en ont marre de la classe politique, ils en ont marre de voir comment tout ça fonctionne. Moi, je vois plein de jeunes qui me disent votre télé, votre web TV, on regarde, on fait circuler des vidéos, il y a des trucs, c'est vachement intéressant ce que vous dites, parce que eux font des choses extrêmement intéressantes. Parce que justement, ils sont dans l'invention, dans la coopération. Ils inventent des micro-résistances, et la politique me paraît nettement plus intéressante que de voir le débat. Combien de temps ça va prendre? Attendez, c'est pas ça. Ces initiatives individuelles non, mais c'est pas ça, mais fassent un poids suffisant pour faire changer les raison, c'est la vraie question. Mais pardonnez-moi, mais quand on a vu tout à l'heure le débat entre les deux députés, là, je dis, bon, ça va. Je dis, mais est-ce qu'on a encore envie de ça? C'est drôle, c'est sympathique. Mais on se dit, voilà, ces gens-là se partagent le pouvoir depuis 83. Et il y a un moment donné où les gens disent... Non, mais vous, le calendrier, comment vous le voyez? Vous pensez que c'est quelque chose qui, en fédérant toutes ces initiatives individuelles, peut changer les choses, je sais pas, à moyen terme, ou vous pensez que on est un peu dans l'utopie, et tant pis, l'utopie a ses valeurs? Non, je pense pas qu'on soit dans l'utopie. Moi, je crois vraiment qu'il faut défendre des idées, les faire avancer. C'est-à-dire faire entendre un discours alternatif. Déjà, faire savoir aux gens qu'il y a probablement une grande disparité entre de Poutou, par exemple, à Marine Le Pen, mais qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont des jacobins. C'est qu'ils pensent que tout doit descendre de l'État. C'est que l'État doit donner des subventions, doit décider, doit ceci, doit cela. Un Girondin dit, mais attendez, ayez des initiatives privées, personnelles. Inventez-les vos crèches, inventez-les vos écoles, inventez-les vos médias indépendants ou autonomes. Les universités populaires. Les universités populaires, les maisons d'édition autonomes ou alternatives. Fabriquons des trucs alternatifs, des réseaux de coopération, des réseaux de mutualisation. Achetons des moissonneuses-batteuses ensemble. Faisons dans des endroits, dans des villages, par exemple, avec des maires qui sont... Ah ben oui, je comprends. Il est au bord de l'apoplexie, là. Dans les villages, par exemple, j'ai vu à Castelnau-Mahoniac un maire extraordinaire, un vieux radical socialiste, enfin vieux, il sera pas content, notre ami, mais je veux dire, dans le sens ancien, dans le militantisme, et qui lui veut faire des choses dans son village, et qui dit, mais allez, on rachète une licence, on rachète cet endroit. Ce bar, il n'est pas question que ça disparaisse. C'est un ancien bar où se réunissaient les résistants pendant l'occupation nazie. Il a dit, mais il n'est pas question que ce bar devienne tout et n'importe quoi. Donc, dit, allez, on a racheté ça. Maintenant, des jeunes sont là, les loyers sont pas très coûteux, et ça dynamise. Il y a des gens, il y a du monde, etc. Toutes ces initiatives communales avec des jeunes qui ont envie de vivre, de travailler au pays, parce que parfois ils n'ont pas forcément envie d'aller en ville, de monter à Paris, comme on dit, ou de monter à la capitale, et qui disent juste, mais on voudrait, dans notre village, dans notre département, dans notre région, faire des choses. Simplement, ce projet-là, on n'entend jamais. Mais on ne l'entend jamais. Mais vous devriez, attendez. Une émission de Philippe Bertrand à France Inter, 10 minutes avant où on entend des initiatives personnelles, individuelles, de gens qui disent nous on fait ça, nous, etc. Mais vous devriez vous poser la question, pourquoi on ne l'entend pas? Mais moi je vais vous répondre, parce que vous êtes dans l'utopie pure. Non, pas du tout. Vous êtes dans le mythe, le mythe communalisme. Mais ça a marché 3 mois. Ça a marché 3 mois parce que ça a été flingué. Mais non, mais arrêtez. Les Jacobins de droite et les Jacobins de gauche. Les Girondins en plus, les Girondins, on pourrait refaire un débat d'histoire, parce que vous avez une vision complètement mythifiée des Girondins. Les Girondins sont des gens qui déclarent la guerre à l'Europe et qui après pleurent dans le giron des montagnards pour leur dire maman, comment on fait? Il y a toute l'Europe méchante qui nous attaque. Et c'est les montagnards qui sont obligés de faire la dictature pour sauver la France. Et c'est un débat technique. C'est pas technique, c'est fondamental. Et vous n'avez pas tort sur la question. Mais le clivage, c'est c'est le même clivage parce que c'est un clivage. Pour rentrer dans le détail de la guerre. Non, mais on va faire on prendra avec grand plaisir cette discussion tous les deux. C'est un débat. Mais oui, c'est un débat très. Mais oui, exactement. C'est un débat très important parce qu'il court. Mais c'est pas le nôtre. Mais si c'est en vérité le nôtre. Pas aujourd'hui. Mais si c'est en vérité le nôtre, parce que. Non mais il a raison. Les Girondins dont je parle aujourd'hui. Mais j'ai compris. Mais chercher en 17 Mais évidemment, ne vous inquiétez pas, je ne vous guillotinerai pas. Je connais votre passion pour Robespierre. Absolument. Mais on en parlera aussi. Mais Robespierre, mais justement. Nous n'avons que des Robespierristes aujourd'hui. Mais pas du tout. Nous n'avons que des Girondins, justement. Des gens qui font des grands discours et qui ne font rien. C'est ça, les Girondins. Mais si c'est ça. Mais si c'est ça. Les guillotines, ils n'ont pas le temps d'agir. Mais pas du tout. Vous savez, Vergniaud, il fait un grand discours pour dire il faut être gentil avec le roi. Et au moment de voter, il vote la mort du roi. C'est ça vos Girondins. Est-ce qu'on peut revenir à Et on revient aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même sujet. Un État, ça sert à quoi? Ça sert justement à protéger la France dans le monde. Mais je suis d'accord. Dans le monde, on ferait. Parce que le monde existe. Mais pas du tout. Le monde existe. Il ne veut pas d'État. Mais non, mais il veut un autre État. Il veut le fédéralisme. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. Ça, ce sont les éléments de langage robespierriste sur la Révolution française. Les éléments de langage robespierriste. Mais oui. Mais on les a vus. C'est Soboul. C'est tous les historiens communistes. On les a vus. Ils sont vos shérifs, finalement. Mais non, absolument.
mais ils étaient lucides. Bah, mais ils oui, étaient ils étaient communistes, lucides. des Mais alors, communistes lucides. mais je vous rappelle Dans les encore. 20, dans les Alors années 30, excusez-moi, je suis pas sûr et qu'il y en ait vous beaucoup. passez votre temps à faire des raisonnements marxistes. Ne critiquez pas les communistes. Vous reprenez tout le temps leur raisonnement. Et c'est le Mais grand vous aussi, capital. Eric. Mais moi aussi, mais moi je Je préfère être m'assume. marxiste que communiste. Eh ben c'est la même chose. Eric, Non, je bah, pense pas que exactement. Non. méconnaît quelque chose de fondamental, c'est que ces initiatives locales se multiplient. Et Il y a alors, des milliers. mais je suis pas non, contre. mais non, mais tu les ignores. Mais Tu je sais pas non plus les qu'elles n'existent ignore pas. Mais je les ignore pas. Je dis qu'on fait pas une C'est nation pas de avec l'utopie. ça. Bien C'est sûr. l'utopie Non, en on En fait 2017, pas une nation alors. avec ça. Il faut un État qui centralise. On fait un Et autre État. surtout en France, qui est un pays qui n'existe pas sans l'État, qui a été inventé par l'État. On n'est pas l'Italie, hélas, oui. on n'est pas l'Allemagne. Depuis Philippe le Bel, oui. Eh ben oui, Eh ben, pas hélas, c'est pas hélas, et sinon vous serez pas là par les Français, et on pourquoi ferait. ça ne changerait vous pas parlerez allemand ou vous parlerez Normand. italien, vous parlez pas français. Normand, je parlerai. Et donc, Normand, ouais, c'est pas beaucoup mieux. bien sûr que si, c'est quand même beaucoup mieux. Et Viking. Vous pourriez pas vous faire référence à Chamfort et à La Rochefoucauld et à La Bruyère, parce que ça, mais- c'est vraiment le produit de l'État central, mon cher Onfray. Eric, Sinon, il y aurait pas de est-ce tout qu'on ça. pourrait ne pas parler du passé Mais on peut parler de l'avenir. Eh ben oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, parce que je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui, en étant girondin, défendre un État. Je suis pas contre l'État. Je ne suis pas du tout contre l'État. Et vous passez votre temps à critiquer. Et alors Mais parlons non, d'aujourd'hui. L'État centralisé et jacobin. Justement, Il n'est pas centralisé, C'est ce justement. que je Il est dis. de moins en moins centralisé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Eh ben alors vous voyez, Non, c'est ça la il y a plus d'État catastrophe. pour une raison qui nous rassemble, qui est C'est l'Europe. Absolument. Bah voilà. C'est l'Europe maastrichtienne. Il y a un État maastrichtien. Oui, il y a là-dessus, un vous État êtes d'accord. européen. Il y a une oligarchie. Qui a fait Un État, vous êtes se gentil diluer. avec. Non, c'est un État, il a Michel son Onfray. drapeau, il a son hymne, il a sa monnaie. Oui, il y a une oligarchie sur toute idée. Oui. personne ne trouve grâce à vos yeux dans le monde politique actuellement. Personne, ce que vous décrivez, cet état un peu girondin, etc., il pourrait être Si, incarné par tous les quelqu'un. jeunes dont je parlais tout à l'heure. et Non, qui mais en sont- politique, etc., eh bien, il y en a c'est de pas. la politique, ça. Et pas des gens qui viennent faire semblant là de se battre en disant, gros, on se tape sur l'épaule et puis on va à la buvette de l'Assemblée nationale et globalement on défend. Pour exister la République des Et donc, camarades, c'est les années eh bien, 1920. justement, arrêtons ça. Moi, je préférerais effectivement qu'on donne du pouvoir aux gens qui font vraiment de la politique. Justement, les jeunes qui, dans les villages, ont envie de faire des trucs, inventent des réseaux alternatifs. Ce sont ces gens-là qui font Mais vraiment c'est de la pas ce que politique. fait Macron Une avec ses critique nouveaux très moraliste, députés. en fait, Que non. Onfray. Ces nouveaux Vous êtes députés. marxisto-marmorassien, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas parce que Maurras a défendu le fédéralisme Ben que... Non, je ne défends pas le fédéralisme. Il faut simplement vous faire sortir du schéma, du schéma jacobin défendez rien. de la lecture de la lecture de la Révolution française. On n'est pas fédéraliste quand on est girondin. C'est ce qu'on. Mais bien sûr que non. Mais si, bien Mais sûr. bien sûr que non. Il disait à l'époque. C'est notre il y avait- désaccord. Attendez, il y avait à l'époque 83 départements. Oui. Les Girondins disaient il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation Ah oui, nationale. C'est ça le fédéralisme. Eh ben sauf que non, c'est pas ça le fédéralisme. Mais si. Mais pas du Mais tout. bien sûr que Michel si. Onfray, Mais pas du- Alors- avant que Zemmour reprenne ses marottes, il y avait une question Mais qui c'est me pas semblait une marotte. inintéressante. Ouais. À Nolo, savoir- ce n'est Oh, pas merci, une marotte. Eric. À savoir qu'il y a Ce un n'est pas une renouvellement marotte, non. partiel du Voilà. C'est une personnel. discussion fondamentale. Je finis. Non. Un renouvellement Ah, tu partiel du m'appelles pas personnel politique porté par Macron. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Vous avez évacué ça. Voilà. Il y a des gens qui sont des novices en politique. Ça va peut-être pas jusqu'au. Pas sûr qu'il soit très novice, hein. Vous savez, moi, dans mon arrondissement, Un tiers. là. Ça, il a raison. J'ai Un vu tiers, une un tiers, une un ancienne tiers des députés. chevènementiste qui est Non, mais devenue un tiers, socialiste et puis qui maintenant est En Marche. Et si vraiment on fait la généalogie de tous ces gens-là, leur passé est un peu impassif. Il y a un début. Non, mais il y a un début. Il y a un tiers de gens qui sont. Non, des- il y a pas mal d'opportunistes qui se disent c'est l'occasion de passer par-dessus la tête Il a des raison. vieux, qui sont là depuis très longtemps, et leur seul argument, c'est de dire je suis jeune, je suis neuf. Et j'ai mon âge. C'est pas Je peux des rajouter jeunes quelque cons, hein, chose, les jeunes Onfray cons, ça existe aussi. Non, mais Je peux rajouter quelque chose, c'est des vieux cons, la connerie. Non, mais il y a aussi autre chose. Avec l'âge. C'est que, comme par hasard, il n'y a que de la bourgeoisie. Ah, Il n'y a bien pas un ouvrier, il n'y a Bien pas un non, mais enfin, socialement, c'est une c'est vieille parfait. histoire, Non. Non, mais Et comment en un plus, la ouvrier parité en rajoute. Mais comment C'est-à-dire, un comme on est ouvrier